Bonsoir à tous, bienvenue sur C'est vite pour un nouveau voyage au bout de la nuit avec moi. J'espère que vous allez bien, moi je suis super contente de vous retrouver pour vous emmener en voyage. Vraiment, c'est le cas de le dire ce soir puisqu'on va lire ensemble Voyage de Gulliver de Jonathan Swift. Alors Angèle vous a déjà fait découvrir le début de ce roman, et bien avec moi on va lire la suite. Donc je vous le rappelle pour ceux qui ont manqué les premières lectures, ce roman a été publié en 1726 dans une version censurée. Donc déjà c'est pour vous dire à quel point il y a quelque chose d'assez engagé et une intention forte dans ce roman. Puis une version complète donc est ressortie ensuite en 1735. Alors Jonathan Swift, c'est un écrivain irlandais, contemporain des philosophes des Lumières français, Voltaire, Diderot, etc. Et donc on a affaire bien sûr à une satire sociale et politique qui mêle à la fois des éléments de philosophie, de logique, de fantastique et même de science-fiction, avec des styles littéraires très variés, alors du style du pamphlet à la description narrative. Donc c'est vraiment très intéressant, il y a quelque chose d'assez hybride dans cette œuvre. Et puis bien sûr, Swift se moque des travers de la société de son temps, justement sous couvert de parler d'un monde imaginaire, des Lilliputiens, des géants, finalement, il parle évidemment de sa propre société. Et c'est exactement ce que faisaient les philosophes des Lumières, comme Diderot, Voltaire ou même Montesquieu. Je ne sais pas si vous connaissez les lettres persanes. C'est exactement le même principe. Donc Voyage de Gulliver, c'est extrêmement connu. Il y a eu une dizaine d'adaptations cinématographiques et télévisuelles aussi. Et déjà très tôt, puisque la première adaptation remonte à 1902 en cinéma muet, donc dans un film de Georges Méliès. Eh bien, allons-y. Continuons tout de suite cette lecture. Je vous souhaite une belle soirée avec moi. Et on reprend donc dans la partie 1, le voyage à Lilliput. Et donc, Gulliver a atterri au pays des Lilliputiens, ce qui a donné un nom commun d'ailleurs dans la langue française. Et évidemment, là-bas, il est apparenté à un géant. Et vous allez voir, il n'est pas au bout de ses surprises. Et c'est le chapitre 5. L'empire de Blefuscu est une île située au nord-est de Lilliput peut-être on va dire, dont elle n'est séparée que par un bras de mer large de 800 yards. Je ne l'avais pas encore vue, et lorsqu'on m'eut parlé de ces menaces d'invasion, j'évitais de me montrer sur la côte lui faisant face pour qu'aucun navire n'allât révéler ma présence à l'ennemi. Celui-ci l'ignorait, car depuis la guerre, toutes les communications étaient interdites sous peine de mort d'un empire à l'autre, et l'embargo mis par l'empereur sur tout navire, quel qu'il soit. Je fis part à Sa Majesté d'un plan que j'avais imaginé pour m'emparer de toute la flotte ennemie, laquelle, affirmaient nos espions, était ancrée dans le port, prête à faire voile vers nous au premier vent favorable. Je me renseignais sur la profondeur de ce canal auprès des marins les plus expérimentés et qui avaient fait de nombreux sondages. Ils me dirent qu'on trouvait, au milieu et à marée haute, des fonds de 70 glumgluffs, c'est-à-dire environ 6 pieds mesure d'Europe. Nulle part ailleurs, on avait plus de 50 glumgluffs de fond. J'allai donc vers la côte nord-est, celle qui fait face à Blefuscu, et là, à plat ventre derrière une colline, je tirai ma lunette d'approche pour examiner la flotte ennemie. Elle était forte de 50 vaisseaux de guerre et de nombreux navires de transport. Je rentrai alors chez moi et je donnai des ordres, ce droit m'était reconnu, pour qu'on m'apportât en quantité des câbles très forts et des barres de fer. Le câble n'était qu'une mince ficelle, et les barres avaient la longueur et l'épaisseur des aiguilles à tricoter de chez nous. Je triplai le câble pour le rendre plus résistant, et de même, je fis tenir ensemble en les tordant 3 barres de fer à la fois. Puis je les courbai, leur donnant la forme d'un crochet. Quand j'eus 50 crochets, je leur mis à chacun un câble, puis je retournai à la côte nord-est. J'ôtai mon habit, mes souliers et mes bas, ne gardant que mon juste corps de cuir. Je m'avançai alors dans la mer, une demi-heure environ avant la marée haute. Je marchai aussi vite que je pouvais, et ne me mis à la nage que vers le milieu. Après 30 mètres, je repris pied et en moins d'une demi-heure, j'avais atteint la flotte.
Les ennemis furent pris à ma vue d'une telle frayeur qu'ils sautèrent tous à l'eau et nagèrent vers le rivage, où il s'en rassembla bien 30 000. Je pris alors mon attirail et fixai chaque crochet à la proue d'un navire où il y a toujours un trou. Puis je réunis tous les câbles ensemble en un seul gros nœud. Tout le temps que dura cette opération, l'ennemi me cribla de milliers de flèches, dont beaucoup se fichèrent dans mes mains et mon visage, ce qui non seulement me causait une très vive douleur, mais me gênait terriblement dans mon travail. Je craignais surtout pour mes yeux que j'aurais perdu sans aucun doute si je m'étais soudain avisé d'un expédient. Entre autres affaires personnelles, j'avais dans ma poche secrète une paire de lunettes qui avait échappé à la fouille des fonctionnaires, ainsi que je les narrai plus haut. Je les tirai et les fixai sur mon nez du mieux que je pus. Après quoi, ainsi protégé, je me remis à l'œuvre en dépit des flèches ennemies, dont beaucoup frappaient contre les verres de mes lunettes, sans autre effet que de les érafler un peu. J'avais maintenant fixé mon dernier crochet. Saisissant d'une main le nœud des cordes, je tirai le tout vers moi, mais pas un vaisseau ne bougea, car ils étaient tous solidement retenus par leurs ancres. Le plus hasardeux me restait à faire. Lâchant les cordes, mais laissant en place les crochets, je coupai résolument toutes les amarres à l'aide de mon canif, ce qui me valut plus de 200 flèches dans les mains et le visage. Après quoi, je repris tous mes câbles et, le plus aisément du monde, je me mis à remorquer 50 vaisseaux ennemis, tous les plus grands de leur flotte. Les Blefuscudiens, qui n'avaient rien deviné de mes projets, restèrent tout d'abord stupéfaits et comme paralysés par la surprise. Ils m'avaient vu couper les amarres et m'avaient prêté l'intention de laisser leur navire s'en aller à la dérive et de s'aborder entre eux. Mais lorsqu'ils virent la flotte tout entière s'éloigner en ordre derrière moi, ils poussèrent un cri de détresse et de désespoir presque impossible à imaginer ou à décrire. Lorsque je fus hors de danger, je m'arrêtai un peu pour enlever toutes les flèches. Je m'arrêtai un peu pour enlever toutes les flèches fichées dans mon visage et dans mes mains et m'enduire de cette pommade que l'on m'avait appliquée peu après mon arrivée, comme je l'ai compté plus haut. Je retirai aussi mes lunettes et attendis 1 heure environ que la marée ait baissé, puis je me mis en marche avec ma prise et arrivai sans encombre au port de guerre de Lilliput. L'empereur et toute sa cour attendaient sur le rivage l'issue de cette grande aventure. Ils virent les navires qui s'avançaient, déployés en demi-cercle, mais ils ne pouvaient me voir, car j'étais dans l'eau jusqu'à la poitrine. Quand j'eus atteint le milieu du bras de mer, ils s'inquiétèrent davantage encore, car l'eau atteignait alors mon cou. L'empereur finit par croire que je m'étais noyé et que la flotte adverse avait pris l'offensive. Mais il fut bientôt rassuré, car le fond remontait à chacun de mes pas et dès que je fus à portée de voix, levant en l'air les câbles qui tiraient les navires, je criai très haut. « Longue vie au très puissant empereur de Lilliput !» Ce grand prince m'accueillit sur le rivage avec toutes les louanges imaginables et me conféra à l'instant même la dignité de Nardak, qui est leur plus haut titre de noblesse. Sa Majesté désirait me faire voir une deuxième tentative et ramener dans ses ports le reste de la flotte ennemie. Si démesurée est l'ambition des princes qu'ils ne projetaient rien de moins que de réduire tout l'empire de Blefuscu à l'état de province lilliputienne, d'y nommer un vice-roi, d'anéantir les exilés gros-boutiens et de forcer les Blefuscudiens à casser leurs œufs par le petit bout. Ainsi donc, il obtiendrait la royauté universelle. Mais je m'efforçais de le détourner d'un tel projet, en faisant appel à tous les lieux communs de la politique et de la morale, et je l'avertis tout net de ne pas compter sur moi pour réduire en esclavage un peuple libre et courageux. Je n'y consentirai jamais. Et quand ce problème fut abordé au Grand Conseil, les ministres les plus sensés furent de mon opinion. Cette prise de position franche et hardie contraria tellement les projets et la politique de l'empereur qu'il ne me le pardonna jamais. Il en parla en des termes perfides devant le Conseil où, me dit-on, certains ministres des plus sensés firent voir, ou du moins par leur silence, qu'ils étaient de mon avis. Mais d'autres, qui m'étaient secrètement hostiles, ne laissèrent pas d'employer certaines expressions qui indirectement me portèrent tort. De ce jour commença à s'alourdir entre Sa Majesté et une camarilla de ministres coalisés contre moi une intrigue qui se dénoua 2 mois plus tard, et faillit me coûter la vie.
Tel est le peu de poids des plus grands services rendus aux princes quand ils sont mis en balance avec le refus de satisfaire leur passion. Environ 3 semaines après cet exploit, il arriva de Blefuscu une ambassade solennelle demandant humblement la paix. On la conclut sans tarder à des conditions fort avantageuses pour notre empereur, mais dont le détail n'offre aucun intérêt. Il avait 6 ambassadeurs, avec une suite de 500 personnes et un train dont la magnificence était digne de la grandeur de leur maître et de l'importance de leur mission. Lorsqu'on eut conclu le traité, où je ne fus pas sans aider les Blefuscudiens grâce au crédit que j'avais, ou croyais avoir à la cour, leur excellence, avertis secrètement de l'appui que je leur avais porté, me firent une visite officielle. Ils commencèrent par me faire de grands compliments sur mon courage et ma générosité, et m'invitèrent dans leur pays au nom de l'empereur et maître. Ils me prièrent aussi de leur donner quelques preuves de cette force prodigieuse dont on leur avait dit tant de merveilles. Je leur fis très volontiers ce plaisir, mais je veux épargner les détails inutiles à mon lecteur. Quand j'eus distrait quelque temps leurs excellences d'une façon qui leur causa autant de surprise que d'agrément, je les priais de me faire l'honneur de présenter mes très humbles respects à l'empereur et maître, qui remplit si noblement l'univers tout entier du renom de ses vertus, et dont je tenais à saluer la royale personne avant de retourner dans mon pays. Aussi, dès que j'eus l'honneur de revoir notre empereur, je lui demandai la permission d'aller rendre visite au monarque Blefuscudien, et il me l'accorda, mais en y mettant une froideur qui me frappa. Je ne m'expliquais cette attitude que lorsqu'on m'eut rapporté secrètement que Flimnap et Bolgolam avaient présenté mes entretiens avec les ambassadeurs comme une preuve de désaffection à l'égard de Sa Majesté, sentiment dont mon cœur était parfaitement pur, je l'affirme. Ce fut à cette occasion que j'entrevis pour la première fois ce que sont les cours et les ministres. Je dois faire remarquer que ces ambassadeurs me parlaient avec l'aide d'interprètes, car les langues des 2 empires sont tout aussi différentes l'une de l'autre, et celles de 2 nations d'Europe, et chacun de 2 peuples vante l'ancienneté, la beauté et le pouvoir expressif de sa langue, tout en professant le plus grand mépris pour celle de son voisin. Cependant, notre empereur, fort de sa victoire navale, obligea les ambassadeurs à présenter leurs lettres de créance et à faire leurs discours en langue lilliputienne. Il faut d'ailleurs reconnaître qu'en raison des étroites relations d'affaires et de commerce qu'ont les 2 pays, en raison de l'arrivée fréquente dans l'un comme dans l'autre d'exilés politiques, en raison aussi de cette habitude qui leur est commune d'envoyer dans l'île d'en face les jeunes gens des familles aisées et de la noblesse, pour se polir, voir du pays et apprendre l'usage du monde, toute personne de qualité, ou commerçant, ou marin habitant la côte est pratiquement capable de tenir une conversation dans les 2 langues. Je vérifiai ce fait quelques semaines plus tard à Blefuscu, au cours du voyage que j'y fis, pour présenter mes respects à l'empereur, et qui se révéla providentiel, car il me permit d'échapper à l'emprise de mes ennemis, comme je le racontais en temps voulu. Le lecteur se souviendra que certains articles du traité que j'avais signé pour recouvrer ma liberté me déplaisaient fort par leur caractère servile, et que seule l'extrême nécessité où je me trouvais alors m'avait fait les admettre. Mais maintenant que j'avais obtenu la dignité suprême de Nardak de l'Empire, on jugea de tels travaux indignes de mon titre, et l'empereur, je dois lui rendre cette justice, n'y fit jamais allusion. Cependant, une occasion se présenta vite de travailler fort utilement pour Sa Majesté. Je le croyais, du moins à l'époque. Je fus une nuit tirée de mon sommeil par des centaines de voix qui retentirent à ma porte. Ce fut si brusque que j'en restais tout effrayée. J'entendais repérer sans arrêt le mot « Burglum ». Des officiers de la cour, s'avançant à travers la foule, vinrent me supplier de me rendre au palais sans retard. Les appartements de l'impératrice étaient en flammes. Le sinistre était dû à la négligence d'une dame d'honneur qui s'était endormie en lisant un roman. Je me levai aussitôt. On fit s'écarter les gens devant moi, et grâce aussi beau au clair de lune qu'il faisait cette nuit-là, j'eus la bonne fortune d'arriver au palais sans écraser personne. J'y trouvai des échelles déjà dressées contre le mur, et les seaux repartis en bon nombre. Mais l'eau se trouvait loin. Les seaux avaient la taille d'un gros dé à coude et les pauvres gens me les passaient aussi vite qu'ils pouvaient. Mais l'incendie faisait rage et l'on n'avançait pas. J'aurais pu l'étouffer sans trop de mal avec ma veste, mais dans ma hâte, j'étais sortie sans elle et n'avais que mon juste corps de cuir.
Les choses se présentaient donc très mal, et c'était déplorable. Ce magnifique palais allait être réduit par le feu jusqu'au sol, lorsque soudain, avec une présence d'esprit qui ne m'est pas habituelle, j'eus l'idée d'une solution. J'avais bu la veille de grandes quantités d'un vin délicieux, appelé Glimmy Green, les Bléfuscudiens l'appellent Flunec, mais le nôtre est plus apprécié, qui est très diurétique. Et par le plus grand hasard, je n'avais pas encore vidé ma vessie. En m'approchant ainsi des flammes et en travaillant dur à les éteindre, je m'échauffai tellement que le vin commença à opérer. J'eus envie d'uriner, et je le fis si abondamment, et en visant si juste, qu'en 3 minutes le feu était noyé, et le reste de ce noble édifice, qui avait coûté tant de siècles de travail, fut préservé de la ruine. Il faisait déjà grand jour, et je rentrai directement chez moi, sans attendre d'avoir salué l'empereur. Je lui avais rendu, certes, un signalé service, mais enfin j'ignorais comment Sa Majesté appréciait la façon dont je lui avais rendu. Car c'est une loi fondamentale du royaume que personne de quelque rang que ce soit ne peut faire pipi dans l'enceinte du palais. Je fus un peu rassurée par un message de Sa Majesté m'annonçant qu'il allait faire rédiger par son garde des Sceaux l'acte de mon pardon. En fait, ce document ne me fut jamais remis. Quant à l'impératrice, on m'avertit sous le manteau qu'elle avait été écœurée de ma conduite. Elle avait déménagé à l'autre bout du château et prévenu que si l'on réparait l'aile endommagée, ce ne serait pas pour elle. Assez confidente, elle disait « Je saurai me venger de lui, je vous le jure. » Chapitre 6. Les Lilliputiens, leur science, leurs lois, leurs coutumes, l'éducation des enfants. Mode de vie de l'auteur à Lilliput, plaidoyer en faveur d'une grande dame. La description de l'empire de Lilliput doit faire l'objet d'un traité particulier. Mais en attendant que cet ouvrage ait paru, le lecteur voudra peut-être avoir quelques notions générales. Je suis heureux de les lui donner ici. La taille moyenne des habitants est un peu inférieure à 6 pouces. Celle de tous les animaux, celle des arbres et des plantes leur sont exactement proportionnées. Par exemple, les chevaux et les bœufs sont hauts de 5 ou 6 pouces à l'encolure, les moutons de 1,5 pouce à peu près, leurs oies sont grosses comme des moineaux, et le reste à l'avenant, de sorte que les plus petites bêtes étaient pour moi presque invisibles. Mais la nature a adapté les yeux des Lilliputiens à la taille des objets qu'ils ont à voir. Leur vue est extrêmement perçante, mais de faible portée. Je me plus un jour à regarder un cuisinier qui plumait une alouette pas plus grosse qu'une mouche de nos pays, et une jeune fille enfilant à un fil invisible une aiguille que je ne voyais pas mieux. Leurs arbres les plus hauts peuvent atteindre jusqu'à 7 pieds, mais je n'en ai vu de cette taille que dans le parc royal. Je pouvais tout juste toucher leurs cimes de ma main. Les autres plantes sont en proportion, mais je laisse au lecteur le soin de les imaginer. Je ne m'étendrai pas ici sur leurs connaissances, qui sont très variées, dans ce pays de vieille et florissante culture, mais leur écriture est très particulière. Ils n'écrivent ni de droite à gauche comme les Arabes, ni de gauche à droite comme les Européens, ni de haut en bas comme les Chinois, ni de bas en haut comme les Cascaguiens, mais en oblique, d'un coin à l'autre de la feuille, comme les grandes dames en Angleterre. Ils enterrent leurs morts la tête en bas, parce qu'ils croient qu'ils vont tous ressusciter dans 11 000 lunes. À ce moment-là, la terre, qu'ils conçoivent comme une grande plaque, se retournera sur l'autre face et les morts se retrouveront de la sorte debout sur leurs pieds, au jour de la résurrection. Les esprits éclairés reconnaissent l'absurdité de cette doctrine, mais l'usage subsiste pour ne pas rompre avec une tradition populaire. Il y a dans cet empire des lois et des coutumes très singulières, et je serais assez tentée de les défendre si elles n'étaient si directement contraires à celles de ma chère patrie. Les leurs sont en tout cas fort bien observées, ce qu'on pourrait souhaiter aux nôtres. La première que je mentionnerai est la loi sur les délateurs. Tous les crimes contre l'État sont ici punis avec une extrême rigueur. Mais si la personne mise en accusation peut au cours du procès prouver son innocence, alors l'accusateur est aussitôt ignominieusement mis à mort et ses biens ou propriétés servent à dédommager au quadruple l'innocent pour le temps qu'il a perdu, pour le danger qu'il a couru, pour les rigueurs de sa captivité et pour les frais de sa défense. Si les biens confisqués sont insuffisants, la couronne paye sans marchander le reste.
De plus, l'empereur donne une marque publique de son estime à l'homme faussement accusé et fait proclamer son innocence dans toute la ville. Ils tiennent l'escroquerie pour un crime plus grave que le vol et le punissent presque toujours de mort. Car, explique-t-il, tout homme moyennement doué peut se défendre des voleurs, et en prenant quelques précautions, tandis que l'honnêteté est désarmée devant un habile escroc. Or, la vente, l'achat, les affaires, toutes choses indispensables, ne se conçoivent que dans un climat de confiance. Si donc la fraude est permise ou tolérée, ou impossible à punir, c'est toujours l'honnête homme qui se trouvera pris et le coquin qui aura l'avantage. Je me rappelle avoir une fois intercédé auprès du roi en faveur d'un criminel qui avait détourné une importante somme d'argent appartenant à son maître, la touchant en son nom et s'enfuyant avec. J'en vins à dire à sa majesté, pensant diminuer à ses yeux la gravité du crime, qu'il se réduisait à un abus de confiance. Or l'empereur jugea monstrueux qu'on pût présenter comme circonstance atténuante la circonstance aggravante entre toutes. De fait, il ne me vint pas d'autre réponse à l'esprit que le banal proverbe « Autre lieu, autre mœurs », car je l'avoue, j'étais couvert de honte. Bien que nous ayons toujours à la bouche ce principe de récompense et châtiment, sont les deux piliers de l'État. Je ne l'ai jamais vu mis en application ailleurs qu'à Lilliput. Là-bas, quiconque peut établir de façon probante qu'il a strictement observé les lois de son pays depuis 73 lunes a droit à certains privilèges variables selon sa naissance et sa condition, ainsi qu'à des récompenses en argent, payées sur une caisse spéciale et également variables. Il reçoit en plus le titre de Snill Paul, c'est-à-dire loyal, qu'il ajoute à son nom mais qui n'est pas héréditaire. Et quand je leur dis que chez nous les lois s'appliquaient à grand renfort de châtiment, mais qu'on ne parlait même pas de récompense, ils s'étonnèrent de cette prodigieuse faute politique. C'est intentionnellement que, dans leurs tribunaux, ils représentent la justice, qui a d'ailleurs 6 yeux devant eux, 2 derrière, et un de chaque côté, symbole de circonspection. Avec dans sa main droite un sac d'or grand ouvert et dans sa main gauche une épée au fourneau. Ils veulent faire comprendre qu'elle incline à récompenser plutôt qu'à punir. Lorsqu'ils ont à choisir parmi plusieurs candidats à quelque office, ils regardent aux qualités morales plus qu'aux dons de l'intelligence. Le gouvernement des hommes étant en effet une nécessité naturelle, il suppose qu'une intelligence normale sera toujours à la hauteur de son rôle et que la Providence n'eut jamais le dessein de rendre la conduite des affaires publiques si mystérieuse et difficile qu'on l'a dû réserver à quelques rares génies, tel qu'il n'en est guère de 2 ou 3 par siècle. Il pense au contraire que la loyauté, la justice, la tempérance et autres vertus sont à la portée de tous, et que la pratique de ces vertus, aidée de quelque expérience et d'une intention honnête, peut donner à tout citoyen capacité pour servir son pays, sauf au poste qui exige des connaissances spéciales. Il ne pense pas qu'une intelligence supérieure puisse pallier l'absence des vertus morales. Bien au contraire, jamais il n'oserait confier un poste à un homme de ce genre, car on tient les fautes commises par l'ignorance d'un homme intègre pour infiniment moins préjudiciables au bien commun que les intrigues d'un homme sans scrupules et assez habile pour organiser, multiplier et défendre ces malhonnêtes. De la même façon, un homme qui ne croit pas à une providence divine sera écarté de toute fonction publique. En effet, puisque les rois se disent les représentants sur terre de la divinité, les Lilliputiens pensent qu'un prince agirait avec une grande inconséquence s'il prenait à son service les hommes rejetant l'autorité de laquelle il se réclame. Précisons que je n'ai décrit et vais décrire les institutions de Lilliput que dans l'état où elles étaient à l'origine et non dans celui de scandaleuse corruption où les firent tomber plus tard les vices inhérents à la nature humaine. Signalons par exemple que des pratiques indignes telles que la danse sur la corde raide pour obtenir les grandes charges ou les exercices de saut ou de reptation au-dessus ou au-dessous d'un bâton pour quémander des rubans honorifiques, n'ont été introduites que par l'aïeul de l'empereur actuel et n'ont acquis tellement d'importance qu'à cause des luttes toujours plus vives entre les partis. L'ingratitude est chez eux un crime capital, comme jadis nous apprend-on chez d'autres peuples. Leur raisonnement est le suivant. Celui qui fait du mal à son bienfaiteur